Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour un point lecture pardon, avec 3 titres papier, un titre numérique et surtout un abandon. Donc on commence tout de suite avec La Malédiction des Dragon's Blood, le tome 1 qui n'a pas de nom. Il me semblait pourtant qu'il avait un nom. Le Château de Anne Robillard chez Michel Lafon, donc j'ai reçu en service presse et que j'ai juste dévoré en 24 heures. Donc ici on va y suivre Samuel Anderson qui est un musicien à qui la vie, on ne peut pas dire qu'elle sourit vraiment. Il s'est fait avoir en signant un contrat avec une maison de disques qu'il a plus ou moins mis sur la paille. Suite à ça, sa femme est partie avec leur fille, donc malheureusement il galère à refaire surface. Il galère à trouver la force de continuer jour après jour. Et un beau jour, il décide d'arrêter tout ça. Sauf que lors de son trajet pour arriver au lieu où il a décidé d'en finir, il va tomber sur un huissier assez bizarre qui lui remet un testament lui disant qu'il est l'héritier de Ulrich Dragonsblood. Donc il se dit qu'il doit y avoir erreur puisqu'il ne connaît personne de ce nom-là et qu'il n'a personne de ce nom-là dans sa famille. Et puis il continue l'huissier part, il continue son chemin et il va se retrouver devant des grilles. Et il va découvrir le château des Dragon's Blood, apparemment la demeure dont il a hérité. Voilà pour le pitch de base, je ne vais pas plus vous en dire que ça. Et donc il va faire la rencontre de certains personnages, on va dire sous une forme assez bizarre. Il va découvrir qui est Ulrich Dragon's Blood au travers des personnages qu'il va rencontrer, au travers des découvertes qu'il va faire dans ce château. Et il va comprendre le pourquoi du comment et quel est l'avenir qui s'offre dorénavant à lui. J'ai beaucoup aimé ce livre. Ça se lit tout seul. C'est vraiment très addictif. Les chapitres sont très courts. Alors j'ai beaucoup aimé Samuel dans cette histoire. Je me suis prise d'affection pour lui. On s'attache très facilement à lui. Il n'a pas une vie facile. Et pourtant il va retrouver ce petit quelque chose qui lui manquait pour poursuivre. Et pour espérer avoir un avenir plus serein. J'ai aussi beaucoup aimé Isabelle et Esther qu'on rencontre dans ce premier tome. Elles apportent vraiment quelque chose en plus à l'histoire. Un petit côté parfois maternel, un côté où elles débordent de gentillesse ces deux femmes. Et j'ai vraiment aimé la différence qu'il y a entre tous les personnages qui composent ce roman et qui justement forment un tout qui est très prenant. Et on a vraiment envie de savoir ce qui va se passer pour Samuel. Donc c'est un tome 1. En version canadienne, le 5e tome sort en mai. Et apparemment, mais alors ça c'est pas sûr du tout par contre, il y aurait 7 tomes. Après moi j'ai pas trouvé d'informations, c'est une copine qui me l'a dit. Donc je ne sais pas si cet info est réel ou non. Mais en tout cas le 5e tome sort au Canada au mois de mai. Donc voilà, donc j'espère que Michel Lafon traduira toute la série, hein, je pense. Mais voilà, j'aime énormément, c'était vraiment une chouette lecture de fantasy. On y parle vieux manoir hanté, on y parle malédiction, on y parle sorcière, on nous parle de pas mal de choses que j'ai trouvé quand même super bien faites. Et vivement la sortie du tome 2. Ensuite je me suis... Oups! Ah non, faut pas que je l'abîme. Hein. Enfin décidé à lire. Tadam! Semblable tome 2 de Julie Jotz, publié chez Plume Blanche. Alors je l'avais précommandé en tout début d'année, je l'ai reçu et j'avais autant envie de me plonger dedans que peur. Peur d'avoir oublié trop d'éléments du tome 1 pour me plonger dans cette seconde lecture. Aussi peur de ne pas ressentir ce que j'avais ressenti à la lecture du tome 1 qui avait été un énorme coup de cœur lorsque je l'ai découvert en 2018 du coup. Voilà, je l'ai fait traîner un petit peu et là je l'ai découvert et je ne regrette absolument pas. Même si j'ai soumis à l'idée, j'ai soumis à l'autrice l'idée d'en faire un 3e pour pas quitter l'univers. Et pourquoi pas un préquel sur les Aniphores. Hein, tant qu'à faire, autant pousser le vice jusqu'au bout. Hein, on verra bien si un jour elle s'y colle ou non. Donc ici on retrouve donc notre héroïne principale qui est Mia. Donc en fait par contre, c'est bizarre dit comme ça. On reprend l'histoire là où on l'a arrêté dans le tome 1. Donc ça c'est plutôt super intéressant. Moi j'aime pas trop quand on reprend un livre et qu'on est plusieurs semaines, plusieurs mois après
qu'on avance et qu'on a les réminiscences de ce qui s'est passé précédemment au fur et à mesure du livre. Je préfère qu'on reprenne une suite à la fin du tome précédent. Donc ça, j'étais déjà plutôt très contente. C'était bien parti, on va rencontrer de nouveaux personnages dans ce tome. On va découvrir aussi un peu plus sur l'univers de Mia. Même si ça a une ambiance un peu différente du premier tome, puisqu'on ne suit pas forcément les mêmes personnages ni au même endroit, sans en dire trop pour ceux qui ne l'auraient pas lu. J'ai beaucoup aimé, j'ai aimé découvrir plus de choses sur l'univers, plus de choses sur ce qui a formé le royaume tel qu'on le connaît dans le tome 1. Quels sont les tenants, les aboutissants, j'ai aimé la diversité des personnages, j'ai aimé l'intrigue, comment elle était amenée, comment elle était travaillée. J'ai aimé aussi retrouver des personnages du tome 1. Donc c'est juste là que j'ai eu un petit couac à un moment donné parce que je me suis posé une question concernant un personnage. Je n'étais pas sûre si c'était bien celui auquel je pensais du tome 1. Donc c'est pas grave, j'ai envoyé MP à l'autrice pour savoir. Hein. Au bout de 2 ans, forcément, son prénom... J'ai déjà du mal à me souvenir des prénoms des fois une semaine après. Alors 2 ans après, comment vous dire que c'était pas gagné. Hein. J'ai aimé la façon dont Julie déroule son histoire, la façon qu'elle a eu de la construire, de nous amener à cette fin. Il se passe un truc dans ce tome 2 où je me suis dit non, bah bon, d'accord, c'est pas ça. Et on arrive plus loin et je me dis oh non, elle a osé. Elle a osé. Et pour le coup, je ne l'avais pas vu venir. Parce que je me suis dit, bon ok, cette hypothèse-là, on l'annexe, c'était pas la peine. Et en fait, si, c'était bien ça. Donc elle a réussi à me surprendre, sachant qu'elle nous avait donné des indices. Mais voilà, du coup, je me suis fait avoir... mais complet. Sur le coup, je suis restée comme une imbécile avec mon livre ouvert en me disant non mais elle a vraiment osé le faire quoi. Donc voilà. Les aniphores, on les retrouve un peu plus que dans le tome 1, même si pour le coup pour moi c'est jamais assez parce que je les aime beaucoup ces aniphores et que j'aurais aimé en savoir plus sur eux. D'où l'idée que je lui ai suggéré de faire un préquel sur eux pour qu'on en sache un petit peu plus. Hein. Parce qu'apparemment on est pas mal de lecteurs et de lectrices à s'être attachés beaucoup plus à eux que ce que ne pensait l'autrice. Mais voilà, c'était vraiment une chouette conclusion. Un deuxième tome à la hauteur du premier, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est une série que je vous recommande fortement. La plume de Julie est vraiment captivante, elle est vraiment prenante. Elle est fluide, elle est agréable à lire. L'objet livre, bon, on n'en parle même pas, hein, parce que comme d'habitude chez Plume Blanche, les livres sont juste canons. On a une carte ici et on a une carte un peu plus petite plus loin dans le livre. Pour quelque chose de particulier, mais je vais éviter de vous la montrer pour éviter de vous spoiler quoi que ce soit, puisque c'est bien plus tard dans le livre. Mais enfin, voilà, rien que les entêtes de chapitres, je les trouve juste magnifiques. Dans cette série, s'il y en a qui se posaient la question, on a une vraie fin. On a une fin fermée. Clairement, l'intrigue se clôture sur ce deuxième tome. Maintenant, c'est vrai que l'univers étant quand même assez travaillé, assez diversifié, etc., on a la possibilité... En tout cas, Julie a la possibilité, si elle le souhaite, peut-être plus tard, de rester dans l'univers. J'espère qu'elle le fera, on verra bien, hein, mais en tout cas, moi je dirais pas non pour une suite dans le même univers. Et c'était vraiment une très chouette saga. Ce tome 2 va rejoindre le premier et je ne peux que vous inviter fortement à le découvrir. En plus, bon, là, confinement oblige... on peut pas vraiment, enfin on peut, mais les commandes en papier, mais on les recevra pas forcément tout de suite vu que la poste a réduit, on va dire, les tournées. Maintenant, vous pouvez toujours vous les procurer également en e-book si ça vous tente et que vous n'avez pas la patience d'attendre. Et en plus, ils sont à tout petit prix chez Plume Blanche, donc c'est le moment ou jamais de craquer. Ensuite, je vais vous parler de Sœurs de sang, le tome 1. Donc je vous glisse la couverture ici puisque je l'ai vu en numérique, de Niki Popretto chez Lumen. Donc je serais incapable de vous faire un résumé puisque moi-même je n'ai pas lu le résumé. J'ai juste compris qu'il y avait 2 sœurs que tout oppose et une histoire de dresseur de phénix. Voilà, je me suis arrêtée à peu près à ça puisque j'ai eu pas mal de fois des mauvaises surprises avec les résumés Lumen qui sont beaucoup trop longs et qui, surtout dans la deuxième partie de résumé, et qui vous donnent des infos sur ce qui se passe seulement au bout de 200, 250 ou 300 pages. Donc j'ai arrêté de les lire, je me contente des 3-4 premières lignes et ça s'arrête là. Donc moi j'ai vite arrêté ma lecture, je l'ai arrêté à la fin du chapitre 10, donc page 162 sur plus de 700. J'ai quand même poussé, hein. Alors que déjà à la fin de la première partie, enfin des 6 premiers chapitres, je n'étais déjà pas fan. Il faut savoir que je l'ai lu avec Tania, enfin que je le lisais avec Tania et Marilyn.
Malheureusement, je n'ai absolument rien aimé dans ce livre. C'est très compliqué, j'en ai déjà fait un post sur Facebook. Malheureusement, je n'ai pas aimé... alors déjà, une des héroïnes qui s'appelle Val, elle est juste mais insupportable, exécrable, égoïste, cruelle, enfin tout ce que vous voulez, tout ce que je déteste. Il y a autre chose que je n'aime pas retrouver en fantasy, c'est beaucoup trop de personnages dès le début, avec des lieux différents, avec plein d'informations. En fait, on nous fait un bourrage de crâne au niveau des informations au début. Résultat, je ne savais plus qui était qui, à part Véronica et Val. Je ne savais plus qui était dans quel camp, qui faisait quoi, qui avait quelle histoire dans le passé. Enfin, j'étais complètement perdue. Donc déjà, ça c'est quelque chose qui est rédhibitoire chez moi en fantasy. Je n'aime pas qu'on me bombarde d'infos comme ça. On te donne les infos et démerde-toi. Non. Pour le coup, j'ai lu par exemple Les Faucons de Ravera avec un univers de dingue, avec de la politique, avec pas mal de choses complexes dedans. Mais l'autrice a pris le temps d'amener tout dans le récit. Elle a pris le temps d'amener ses personnages au fur et à mesure. Ce qui fait que j'ai pas été perdue une seule fois. Là, dès le début, on nous bombarde d'infos. On en est à 7 personnages au bout de 10 chapitres. Alors, 7 personnages assez importants, plus tous ceux qui gravitent autour de ces 7-là quand même. C'est... Enfin, moi, je peux pas. J'ai été perdue. Je n'ai pas apprécié la plume. Alors, je ne sais pas si c'est de l'autrice ou de la traductrice, peu importe. En tout cas, la plume présente dans le livre, je ne l'ai pas appréciée. J'ai trouvé que la façon d'écrire, la façon de dérouler l'histoire était malheureusement un peu sans queue ni tête. J'avais l'impression qu'on nous bombardait des suites de mots comme ça et on s'en fout. Pour le coup, j'avais vraiment l'impression pas qu'on essaie de développer une histoire, mais qu'on nous balançait juste des suites de mots pour les écrire et puis des patouilles derrière. Donc ça a été quand même très compliqué déjà pour moi d'arriver au bout de ces 162 pages. Je n'étais pas intéressée par l'univers. Les personnages, je ne les trouve pas attachants. Alors sur aucun de ceux qu'on a pu rencontrer, il n'y en a aucun que j'ai trouvé attachant. La seule chose qui me plaisait plutôt pas mal, c'est l'histoire des phénix. Et à la page 162, on ne sait toujours pas grand chose sur le phénix. Donc je me dis déjà, 162 pages, c'est quand même un certain nombre de chapitres et de pages lues. Si on a fait que à peine effleurer le sujet, enfin on nous parle quand même de l'envol du phénix, je m'attendais à ce qu'on nous parle plus facilement du phénix, un peu plus vite, ou en tout cas qu'il est vraiment, on commence vraiment à nous planter les bases du phénix dans l'histoire. Alors là on a fait que l'effleurer, on n'est pas allé plus loin et ça m'a dérangé. Donc bah, malheureusement je déteste faire ça et ne donner aucun point positif sur le livre, mais là malheureusement bah, je sais pas quoi vous dire. Allez, un point positif, on pourra dire que l'autrice s'est attaquée au phénix, ce qui est très rare, pour ne pas dire, à part dans Harry Potter, je crois que je n'ai jamais rencontré un phénix dans mes lectures. Dans les films, c'est à peu près pareil, à part dans un film, enfin les films Harry Potter et une série télé, je n'ai jamais entendu parler de phénix. Donc c'est vrai que c'est une thématique très très peu abordée. Donc bon, un bon point pour ça, mais encore, on ne fait que le survoler, donc pour moi, cette lecture est clairement une déception. Je l'ai abandonnée. Tania a fini la partie 2 aujourd'hui et elle l'a abandonnée aussi. Ce qui fait qu'on a juste très lâchement abandonné Marilyn. Marilyn qui pour le coup a l'air de beaucoup plus apprécier que nous. Donc voilà. Mais avec Tania c'était plus possible, on a préféré stopper là. Donc c'est une saga qui sera abandonnée dès le premier tome pour moi. C'est pas grave, il y en a plein d'autres. Et puis ce livre n'était peut-être tout simplement pas fait pour moi. C'est des choses qui arrivent. Et le dernier livre que je vais vous présenter dans cette lecture, il s'agit de Arnaud, le valet de Nostradamus, le tome 1, La prophétie de Annie J. chez Albin Michel Jeunesse, avec des illustrations de, je trouve, Marine Gosselin. Je vais dire que j'aime plutôt pas mal les illustrations. Je vous en montre 2, 3. Coloré, etc. Donc ici on va y suivre Arnaud qui est un voleur de la cour des miracles. Il est très ami avec la jeune fille qui s'appelle Pernelle qui est juste ici. Et leur seul moyen de survivre c'est de voler pour Melchior, donc le chef des voleurs de la cour des miracles. Ils vont essayer un jour de détrousser des patients,
de détrousser des passants, pardon. Et ce jour-là, il faut dire qu'Arnaud est très malade. Et la personne qui a crié au voleur et aurait pu, au final, le condamner, a décidé au contraire de faire croire qu'il s'en chargeait lui-même et de lui sauver la vie. Parce que cette personne était un médecin et c'est Nostradam, donc autrement dit Nostradamus, qui va le recueillir et le prendre comme valet pour le sortir de la rue et de cette manie de voler. Il accepte de lui donner un job à condition qu'il devienne honnête et qu'il arrête le vol. Et donc on va les suivre tous les deux dans la découverte de l'époque, dans leur découverte l'un envers l'autre en fait, tout simplement, puisqu'ils ne se connaissent pas, hein, clairement, mais aussi dans tout ce qui est prophétie, horoscope, médecine, etc. Et je dois dire que j'ai plutôt bien aimé ce livre. En plus, ce sont des personnages qui ont réellement existé. Là, notamment à la fin, alors déjà, on nous met le résumé, les 2 tomes, et on nous donne les dates de sortie. Après, là, risque d'être bougé d'ici là, mais des tomes 3 et 4. Et à la fin, on a une double page sur Nostradamus. Alors, on nous dit qui il était réellement. Des dates et la chronologie sur sa vie tout simplement, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant d'en découvrir plus. En plus je ne savais pas spécialement que les personnages avaient réellement existé, donc c'est toujours agréable d'en apprendre un petit peu plus. C'était une chouette lecture jeunesse, j'ai passé un très bon moment avec. J'ai le tome 2 dans ma pile à lire, mais je voulais pas le lire tant que je vous avais pas donné mon avis sur le 1. Parce que le problème c'est qu'après je m'en mêle les pinceaux entre les tomes quand je les lis d'affilée et que je vous tourne pas les points lecture, et je sais plus ce que j'ai à dire sur chaque tome puisque ça se mélange dans ma petite tête. Donc j'ai préféré vous donner mon avis là-dessus. La Cour des Miracles, c'est pas forcément quelque chose que je connais. Cette partie de l'histoire n'est pas forcément non plus celle que je connais le plus, soyons honnêtes. Donc j'ai aimé plonger au cœur de cette période historique, découvrir ces personnages, la façon dont les gens vivaient à l'époque. Qu'est-ce qui était mal vu, qu'est-ce qui était bien vu, comment les choses se déroulaient, quelles étaient les différences entre les différentes castes, enfin ce genre de choses. Et j'ai franchement passé un très bon moment avec ce livre jeunesse. C'est des petits livres qui coûtent vraiment pas cher, ils sont, je sais plus, 6-7 €, quelque chose comme ça. Et franchement je vous le recommande chaudement, que vous aimez la littérature jeunesse ou pour les enfants. J'irai à partir de... Oui, à partir de 8 ans, ça devrait être largement faisable. Et puis, il y a quand même ce côté un peu prophétie, etc. que j'aime beaucoup. Donc, c'était plutôt très sympa à lire. Voilà, je vous ai présenté mes 4 dernières lectures, dont un flagrant abandon malheureusement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir des titres. Si vous avez lu L'Envol du Phénix et que vous avez aimé, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez aimé dans l'univers et qu'est-ce qui fait que, par rapport à moi qui n'ai pas du tout accroché dès le début en fait. Dès les premiers chapitres j'ai pas accroché, j'ai quand même voulu pousser parce qu'on m'a conseillé de pousser en me disant qu'après c'était trop bien, etc. Et malheureusement ça le fait pas avec moi. Donc je serais curieuse de voir qu'est-ce que vous avez pu apprécier. Puisque clairement je n'ai pas été voir les avis, étant donné que j'allais le commencer, j'allais pas aller voir les avis au cas ou une chronique en dirait trop. Donc n'hésitez pas à échanger avec moi sur ça. N'hésitez pas à me dire également si vous avez lu les autres titres que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé et quelles sont vos dernières lectures. Comme d'habitude, je me ferai une joie de vous répondre en commentaire. J'ai quelques petits commentaires de retard, mais ça va être réglé dans la journée. Voilà, sur ce, je vous laisse là. Je vous souhaite un excellent mercredi, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.